Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode, un épisode où on va parler de JavaScript, mais surtout de TypeScript avec Patrick. Salut Patrick. Salut à tous, salut Alex. Alors du coup, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui passent sur TypeScript. Il y a même un schisme au sein de la communauté. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. À la limite, ce que je te propose, c'est d'en discuter et de regarder un petit Hmm. peu les avantages et les inconvénients, pour qui, pourquoi et tout ça. Ouais, À la limite, est-ce qu'on peut déjà commencer juste en mode c'est quoi TypeScript, c'est quoi en fait? euh, ouais. Alors TypeScript, en gros, ça a été créé par Microsoft en fait en interne. La date à peu près, c'est entre 2010 et 2012. Donc c'est le concepteur du framework .NET, .NET quoi, qui est utilisé chez Microsoft, enfin qui est proposé par Microsoft, qui a créé cette version de langage en fait, qui est un dérivé en fait en quelque sorte de JavaScript. Et ils ont rajouté en fait des choses par-dessus qui manquait, d'après eux, en fait, à JavaScript pour devenir un langage à part entière, en fait, pour des gros projets, etc. Euh, il faut savoir qu'en fait, JavaScript, il est obligatoire en utilisation pour les navigateurs. On peut pas, enfin, c'est obligatoire, quoi. Il y a que, c'est l'unique langage lu par les navigateurs. Tu peux pas utiliser TypeScript dans le navigateur ou d'autres langages, ou PHP ou ce que tu veux. Donc, c'est vraiment un passage obligatoire. Donc, l'idée, c'était de faire un langage qui serait transcompilé, en fait, en JavaScript. Voilà. Et par-dessus ça, en fait, ils ont rajouté plein de manques qu'ils estimaient, en fait, à JavaScript d'origine. Et ce qu'on a, enfin, souvent, c'est ce type de techno, en fait, qui existe aussi dans d'autres langages. On appelle ça un superset, en fait. Voilà, c'est des sortes d'ajouts à un langage qui existe déjà, en fait. Voilà. C'est une Comme, surcouche? ouais, c'est une sorte de surcouche, un peu comme SAS pour le CSS, en gros. Ok, Hmm. ok. Voilà. Et Donc, donc, c'est un. Ouais. tu disais tout à l'heure qu'il était transcompilé. Ouais, on dit Euh, transcompilé parce qu'on dit c'est pas vraiment une compilation en fait parce qu'il est déjà c'est déjà du JavaScript à la base. Il est transcompilé en fait, il est traduit en fait en JavaScript. Ils enlèvent des choses et il est compilé en gros. C'est une compilation mais qui enlève en fait plus que transformer en fait. Enfin, c'est un peu c'est un joué sur les mix termes mais entre. ouais. C'est un peu un mix entre eux. Ok. Ouais, voilà. Mais Alors il y a pas un historique aussi avec Angular où en fait il était sorti pour Angular ou des choses comme bah ça, non, non? bah non, alors pas vraiment. Par contre, c'est vrai ce que tu dis. Il a été réellement. En fait, il est sorti en 2012 avec la version 0.8, qui était vraiment rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. En fait, il a vraiment évolué au fil des versions. On est à la 4.6.2, je crois, aujourd'hui. Donc, il y a une grosse évolution, des ajouts, etc. Mais la 0.8 avait vraiment rien à voir. Par contre, moi, personnellement, et peut-être toi aussi, j'ai appris l'existence de TypeScript avec Angular 2, en fait, où Google, quand ils ont sorti la deuxième version d'Angular, qui a complètement changé par rapport à la première version et qui a été Gros breaking change, ouais. ouais, je pense que c'est le plus gros breaking change de tous les langages, de tous les frameworks enfin, qui existaient en fait. Et ils ont fait le choix assez couillu à l'époque hein, de partir sur TypeScript, qui était bah, encore assez jeune, etc. Et puis qui n'était pas du tout utilisé dans des gros frameworks et tout ça. Donc c'était vraiment, fallait avoir la volonté et puis avoir une vision. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on se rend compte ils ont vu juste en fait. Ils ont vu juste de partir sur TypeScript parce que c'était le langage du futur en fait. Après, pour revenir sur Angular, c'était un bon choix. En même temps, ça a été aussi un petit peu, ça a un petit peu mis du plomb dans l'aile au niveau d'Angular parce que ça a rajouté en fait une courbe d'apprentissage supplémentaire au framework. Ouais, Parce t'avais une qu'Angular, barrière à l'entrée, quoi, en ouais, tu fait. avais une barrière à l'entrée. Enfin, tu l'as toujours d'ailleurs. Mais déjà le framework, il a ses particularités avec les components, tout ça, machin d'Angular. Et en plus, il y avait l'écriture en TypeScript qui était en plus qu'il fallait apprendre quand tu venais de JavaScript, ce qui était quand même pas évidente. Et en plus, ils ont utilisé le TypeScript. On en parlera après, mais vraiment à fond au niveau des concepts, jusqu'au décorateur au niveau du langage, ce qui est vraiment le TypeScript expérimental, c'est une feature qui est toujours expérimentale aujourd'hui, les décorateurs, mais qui était depuis le début sur Angular, en fait. Donc, ils ont vraiment poussé le truc à fond. Mais voilà, c'était un choix vraiment. Après, C'était en 2015, hein, Angular 2, pour rappel.
Et là, du coup, maintenant, on est sur quelle version à peu près? C'est la Donc, 4 de TypeScript, de TypeScript, ouais. on est à 4.6, je crois. En fait, elle évolue, hein, ça 4.6. évolue assez régulièrement. Il y a des ajouts, puisqu'en fait, ça, ils ont un petit peu une sorte d'avance par rapport à JavaScript. En fait, JavaScript évolue avec ES Next, tout ça, enfin, ES 2020, enfin, toutes les versions qui sortent tous les ans aujourd'hui, maintenant avec un cycle assez régulier. Et en fait, à chaque fois, ils rajoutent les features au niveau de TypeScript, et eux, ils sont un petit peu plus en avance, ils vont un petit peu plus loin euh, dans les features, et voilà, qui seront souvent, c'est des choses qui seront ajoutées dans JavaScript, mais un petit peu plus tard. Donc c'est Et selon toi, en ouais. fait, comment ça... En fait, pourquoi le TypeScript a pris? Parce que Google a tapé fort et à force de matraquage de dev évangélistes Hmm. et de toute la communauté qui poussait TypeScript, du coup, ça a pris. Ou c'est vraiment basé sur des fondements solides qui font que ça amène une vraie plus-value par rapport au JavaScript? Bah, euh, clairement, ça apporte une vraie. Enfin, aujourd'hui, on peut le dire, ça apporte une vraie plus-value. En fait, ce qui se passe, c'est Ok. que tu as deux types de développeurs. Donc, t'as deux types de chasseurs. Tu as deux Non, types de développeurs. t'as deux types de développeurs. T'as les développeurs qui ont fait des études, qui ont été dans les études de développement, d'informatique, etc., donc qui ont forcément appris du Java, du C++, des choses comme ça, donc des langages qui sont fortement typés. Donc, eux, quand ils Donc, un arrivent sur un langage. background en fait universitaire, on va dire. Ouais, qui ont vraiment un background universitaire avec du langage fortement typé. Tu prends du Java, parce que souvent c'est Java qui est. Je prends le PFL à Lausanne, par exemple, un des premiers langages qu'ils apprennent, c'est le Java. Java, c'est hyper typé. Et quand un développeur comme ça arrive sur du JavaScript, parce qu'à un moment donné, tu vas forcément faire des applications browser ou des trucs comme ça. Et là, ils arrivent sur JavaScript, et là, c'est le drame, en fait. Il n'y a pas de type, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de machin, je peux pas faire un new. Ça va pas. Mais C'est quoi quelque part, JavaScript? c'est permissif, quoi. Tu peux faire un peu tout ce que tu Alors, veux. ouais, c'est permissif, mais ça, c'est un mauvais côté, le fait que ce soit permissif. Et en fait, ces développeurs-là détestent JavaScript, détestent PHP, détestent JavaScript. Ils détestent tous les langages qui sont pas typés, qui sont en typage dynamique. Donc, tu as ce type de personnes. Et ensuite, tu as les autres devs. Moi, je fais partie de l'autre catégorie, qui sont autodidactes, qui ont appris les langages du web. Voilà, on n'a pas appris du Mm. Java, tout ça. Donc, pendant longtemps, moi, pourquoi tu veux typer un truc? Je comprends pas. Enfin, ça marche très bien comme ça. PHP, ça Quel est marche très l'intérêt? bien. Ouais. JavaScript, pourquoi tu veux rajouter que c'est une string ou je comprends pas. Et en fait, avec le temps, en fait, tu te rends compte que finalement, bah, s'il y a des langages qui existent, qui sont typés, c'est pas pour rien. Ça fait quand même longtemps que l'informatique existe et qu'il y a vraiment un besoin de typage, etc., pour une compilation, pour une vérification que le code est propre, etc. Voilà, qu'on fait pas d'erreur. Et donc, je pense que petit à petit, en fait, le fait que les projets JavaScript, navigateurs, applications, etc., prennent de l'ampleur, travaille sur de plus en plus des projets de plus en plus gros, en fait, et le besoin de TypeScript est vraiment nécessaire, en fait, sur des gros projets. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, TypeScript devient de plus en plus utilisé et incontournable, en fait. Ok, Hmm. ça marche. On va dire, c'est quoi le gros paradigme qui change, la grosse, les gros points de différence entre TypeScript et JS? Alors, bah ouais, on va Le pas. typage peut-être? Non? Tu vois, Ouais, déjà principalement le c'est un gros typage. truc de typage, ouais. Bah, de toute façon, c'est le typage en premier parce que c'est pourquoi TypeScript. Donc voilà, c'est le typage qui est vraiment le plus gros ajout en feature par rapport à JavaScript. Mais après, il y a d'autres choses qu'on va voir après, mais il y a plein d'ajouts, puisque, je le rappelle, il a été créé en 2012, plus connu en 2015 avec Angular, mais les versions régulières de JavaScript qu'on connaît aujourd'hui, c'est assez récent encore, hein. Il ne faut pas oublier que, Hmm. enfin, il n'y a pas longtemps, et on utilise Babel, tout ça, pour ajouter quand il y a un manque au niveau de notre code, pour compiler sur le bon, pour que ce soit compatible pour les browsers, tout ça. Donc, Pour aller voilà. chercher de la rétrocompatibilité, on Voilà, vient ouais. utiliser IE11 des est outils, mort, des mais il est encore artifices utilisé, tu vois. Babel et tout Enfin, ça. Ok. voilà, on utilise Babel, tout ça. Donc, ça peut remplacer Babel, effectivement. Et voilà, ça ajoute à la manière de Babel des méthodes, des features qui n'existent pas dans le navigateur, qui ne sont pas Ok. compatibles avec tous les browsers. Parce que Chrome, euh,
Chrome rajoute beaucoup de features qui sont dispo assez rapidement, tout ça, mais les autres ne suivent pas forcément. Ça me rappelle un tweet il y a pas longtemps. Ouais. Oui, oui, mais je comprends parfaitement. Ok. Alors, il y a une Euh, chose, il y a une chose importante que je voudrais dire dès le début, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre au niveau de TypeScript et JavaScript, c'est que quand on écrit en TypeScript, c'est vraiment pour le développement. Donc, quand on développe l'application, on fait du TypeScript. Après, le code est toujours transcompilé en JavaScript. Toujours, toujours, toujours. Le navigateur, Node, etc., ne savent pas lire le TypeScript. Donc, il faut vraiment comprendre que le TypeScript, c'est uniquement pour le développement, en fait. Voilà. donc en fait, c'est au moment de mon build où là, Et- selon la et- configuration que j'ai mis en place, il va ouais, transcompiler en JS voilà. avec l'export que je vais lui demander. Si je veux lui faire un export sur les dernières versions de ES Next Hmm, ou 2006 ou si je dois supporter des vieux navigateurs, c'est voilà. moi qui vais choisir le type Voilà. d'export. Au final, le code, c'est toujours du JavaScript. Et j'ai vérifié, parce que l'autre jour, j'en parlais, Deno, qui supporte TypeScript, compile aussi en JS au moment de l'exécution du code. Donc, voilà. Ok. Hmm. Parfait. Donc gros typage, donc ça amène plein de contraintes. Ouais. Est-ce que ça, on arrive aujourd'hui, on a tout un écosystème qui s'est mis en place pour nous aider sur le typage, ou c'est à nous en fait de créer tous les types à chaque fois? Non, non, il y a tout un Alors ça, on va peut-être y revenir après, euh, parce que voilà, on va parler un peu de toutes les gros points en fait de TypeScript, en plus du typage, le typage plus le reste. Par contre, je voulais revenir en fait les différents. Pourquoi on a du TypeScript, on en a déjà parlé un petit peu, mais ok. Donc, on a déjà parlé, c'est disposer des types. Donc, parce que comme je reviens sur JavaScript, parce que en fait, JavaScript, il faut comprendre que c'est un langage qui a un typage dynamique. Ok, à la manière PHP est exactement pareil, c'est-à-dire que l'interpréteur, au moment où il exécute le code, c'est à ce moment-là qu'il va déterminer quel est le type de la variable. Donc, si tu as une variable où tu mets une string, il va dire bah là, c'est une string. Si c'est un number, il va dire c'est un number. Ok. Mais en Mais fait, tu il n'y a peux la pas. réassigner. Et tu peux la réassigner en plus. Alors, t'imagines la complication du truc. Et on connaît tous les fameux bugs, en fait, où tu vas concaténer un number et une string et qui va te ressortir une string, alors que tu dis, mais non, mais moi, je voulais juste un calcul, en fait. Enfin, c'est tous les trucs un peu où le not a number ou des choses comme ça. En fait, tu as vraiment des fois des bugs, en fait, au niveau de JavaScript des erreurs de code, quand tu vas taper un truc, et tout ça, en fait, c'est vraiment Ouais. du piège classique de JavaScript comme les champs de formulaire. Les champs de formulaire, tu vas faire des champs de formulaire dans ta page web, tu vas vouloir des numbers, tu vas vouloir faire un calcul avec ça, sauf que l'input, il te renvoie des strings, il te renvoie pas des numbers, tu vois. C'est tout des... Voilà. Et ça, il faut le Après, est-ce savoir. que c'est pas aussi une connaissance du paradigme de ton langage que tu utilises en fait? C'est Ouais, ouais, bien sûr. JavaScript est comme ça quoi. Et donc quand on dit ouais il y a un bug dans JavaScript, en fait non, c'est il a été écrit et pensé comme ça. Et donc bah, c'est à nous de nous adapter au paradigme de ce langage-là. Par contre, justement, l'avantage de passer sur du TypeScript, c'est qu'on vient typer et ça nous supprime toutes ce truc un peu messy, quoi, où c'est un peu le bordel, où on est obligé d'être hyper attentif sur le typage. Ouais. Ok. Ouais, 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 en fait, en fait, JavaScript, il a été créé pour faire des pages dynamiques. C'est pas du tout un langage de programmation, en fait. C'est ça le truc, en fait. Donc, il n'a pas été pensé pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. C'est juste fou ce qu'on fait aujourd'hui avec JavaScript. Faire des applications hyper complexes, etc. Et il n'a pas du tout été fait pour ça à la base. C'était vraiment un langage de navigateur pour faire des animations, pour faire voilà, des formulaires un peu interactifs, tout ça. C'était vraiment basique, en fait. Et aujourd'hui, il est détourné complètement à la manière de PHP aussi. Hein. PHP est complètement détourné de sa première utilisation. PHP 3, c'était pas du tout pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Ce qu'on fait avec du Symfony, tout ça, c'est vraiment très très poussé, quoi. Donc voilà, c'est en fait les faiblesses du langage et c'est normal qu'elles existent parce qu'il n'était pas fait pour ça à la base. Après, c'est un peu comme les tests en fait. Quand par exemple, tu fais une application, tu vas faire tes tests et tu sais que quand tu vas lancer tous tes tests, ça passe, tu sais que ton code il est clean, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Ben, en fait, le fait d'avoir un langage avec des types comme ça qui va se transcompiler, qui va se compiler, en fait, bah, si ça compile,
c'est un peu comme Rust, tu vois. Si Rust compile, c'est que ton code il est nickel. Bah, TypeScript, en fait, il a rajouté ça en fait à JavaScript. C'est-à-dire que si le TypeScript il va compiler sans te sortir d'erreur, eh ben, c'est que ton code il est clean en fait. Donc ça, c'est un gros avantage de Mhm. TypeScript. Ça, c'est le deuxième avantage, en plus de rajouter les types sur JavaScript. Et troisième avantage, et ça, c'est génial, je pense que ça te plaît pas mal aussi, c'est tout ce qui est autocomplétion en fait. Ah bah Le, ouais. f- le fait, en fait, d'ajouter les types, tout ça, dans tes fonctions, dans tes valeurs et tout ça, et ben, en fait, quand tu vas être dans ton VS Code ou ton Storm, PHP Storm ou n'importe, et ben, en fait, il va t'auto-compléter. Quand tu passes la souris dessus, tu sais les valeurs que tu peux mettre à chaque fonction, etc. Et ça c'est une grosse aide pour coder, en fait. Tu gagnes beaucoup de temps. Quand tu as entre deux fichiers, trois fichiers, bah, tu n'as pas besoin de revenir sur le fichier. Attends, je me souviens plus ce que c'était, machin, la valeur et tout. C'est hyper pratique. Et quand tu as, ouais, quand un gros projet, c'est vraiment pratique de pas besoin de pas avoir besoin de se souvenir de tous les paramètres de chaque fonction, etc. Ça, c'est vraiment top, quoi. Ouais, et puis même, t'as pas besoin, enfin, t'as toujours besoin de lire la doc, on est d'accord, mais Ouais, t'as moins besoin d'y revenir parce ouais. que, en fait, tu vas avoir une autocomplétion qui va te dire, ouais, c'est sign up, c'est quoi, c'est sign up with ou sign up, machin, et hop, tu l'as automatiquement. Et ça, c'est vrai que c'est Hmm. super confortable au quotidien, c'est hyper fluide, quoi, carrément. Ouais. Et après, quatrième avantage. Et donc, c'est quand tu travailles avec des API, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des API. Les API, on sait ce qu'elles vont répondre. Elles vont répondre des éléments avec un title, tout ça, description, enfin, tout ce que tu veux. Et ça, en fait, tu vas le typer. Tu vas le typer, tu vas faire une interface de ta réponse API, machin, et tu pourras travailler après avec tes fonctions. Tu vas lui dire, ouais, c'est ça qu'il va recevoir comme type enfin, comme interface. Et tu aura et le clean parce qu'il saura exactement. Parce qu'en fait, quand tu travailles avec une API, que tu fais un appel et que tu reçois des datas, en fait, c'est là où TypeScript ne peut pas savoir, ne peut pas deviner en fait ce que tu vas recevoir parce que c'est au moment de l'appel que tu vas recevoir la réponse. Donc c'est là où tu vas définir le shaper en fait la réponse. Et là, tu pourras faire ta fonction qui va correctement formater tout ça, ta réponse API. Et ça, c'est aussi un avantage de pouvoir voilà, savoir à l'avance que ton API, il n'y aura pas de problème, que ça va passer. Je sais qu'avec GraphQL, quand tu peux. GraphQL, c'est typé. Enfin, toi qui utilises beaucoup GraphQL, euh, Oui. c'est typé. Et donc, tu as aussi cet avantage, en fait, puisque tu as des typages qui est disponible dans VS Code, tout ça. Donc, c'est hyper pratique. En Donc, gros, ouais, vas-y. en fait, TypeScript, moi, comment je le vois depuis le début, en fait, pour moi, c'est une sorte, c'est ce que j'ai écrit, c'est une sorte de pair programming, en fait. En gros, quand tu écris ton code, c'est comme si tu codais avec quelqu'un d'autre, en fait, avec un autre codeur. Et TypeScript, en fait, c'est l'autre codeur qui vient régulièrement te dire attends, non, là, c'est pas bon, là. Normalement, c'est pas une string, c'est un number, mon gars. Ça va pas du tout. Et en fait, il tape sur les doigts en disant non, mais là, c'est pas bon. Et c'est ça, en fait, de coder en TypeScript, c'est régulièrement ça, en fait. Quand tu codes, il te dit non, là, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et c'est du pair programming, en fait. En fait, tu doubles ta capacité d'analyse de code. En fait, c'est un super assistant, quoi. C'est C'est un peu ça. ça. C'est un super Ouais, assistant, en ok, fait, qui t'évite de faire des erreurs, en fait. excellent. Hmm. Excellent. Du coup, est-ce que la learning curve, elle est compliquée pour quelqu'un qui a déjà, on va dire, un historique, qui manipule déjà du JavaScript de manière courante ou plutôt experte? Est-ce que c'est compliqué de faire le switch, de passer justement sur du TS ou pas du tout? Euh, ouais. Ok. Voilà. Merci. Non, non, honnêtement, c'est pas si compliqué parce qu'en fait, tu peux y aller progressivement. Après, ça dépend aussi de la taille de ton application. C'est pas si compliqué, mais ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'il y a des concepts un petit peu, il y a beaucoup de, c'est un petit peu verbeux, quoi. T'écris beaucoup enfin, d'ailleurs, enfin, tu peux peut-être en parler, mais c'est assez verbeux. Il faut écrire les types, les interfaces, tout ça. Ça demande quand même de rajouter des explications pour aider TypeScript à comprendre ton code, tout ça. Ça peut être impressionnant. Il y a vraiment des paradigmes à comprendre. Et puis, donc, ouais, au début, c'est pas forcément évident. Mais le début est difficile, mais après, c'est une fois que tu es rentré dedans, c'est fluide en fait. En fait, souvent, les développeurs qui se mettent à TypeScript, après qu'ils rentrent dans des projets où ils font que ça,
et ben, ils sont assez choqués de revenir à JavaScript, en fait. Et de Ok, se rendre. donc en Et fait, il y a une learning curve qui est un petit peu dure au départ, mais une ouais, la fois que tu as première fait marche, c'est dur. l'effort, une fois que tu as fait l'effort, en fait, tu gagnes vraiment en productivité, en Ouais. aisance, en fluidité, et donc le retour en arrière est plus difficile, quoi. Donc Le en retour en clair, il arrière est faut. vraiment difficile, ouais. Et pour le coup, est-ce que c'est du on-off? Parce que tu disais tu peux y aller de manière progressive. Est-ce que Hmm. c'est on-off ou tu peux. Est-ce que tu prends. Est-ce que si je fais mon fichier JS, je le renomme TS, ça passe? Je sais Alors, pas, hein. non. Ce qui va forcément te dire, il manque ci, il manque ça. Il y a alors, il y a l'inférence. L'inférence, j'en parlerai après, mais il est capable de deviner des types, en fait, lui-même, TypeScript. Donc, suivant ton fichier, s'il est complexe ou pas, il est capable de le lire et de l'exécuter sans problème s'il n'est pas complexe. Par contre, il faut savoir que on peut, on n'est pas obligé de faire un projet 100% TypeScript, en fait. Tu peux très bien avoir un projet JavaScript et inclure des TypeScript dedans, en fait. C'est-à-dire Ok. que tu peux, en fait, quand tu vas lancer, tu vas créer ton fichier de config TypeScript, tu peux lui mettre hollow.js en true, et là, tu vas pouvoir rajouter des fichiers TS dans ton projet JavaScript et exécuter ces fichiers TypeScript sans problème. En fait, tu peux mélanger les deux, des fichiers JS et des fichiers TS. Donc, tu peux dès demain, enfin même dès aujourd'hui, commencer à faire des TypeScript sur un projet qui est déjà existant, en fait. Et si tu as envie, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, j'arrivais sur un projet qui était 100% JavaScript. J'arrive sur des fonctions qui sont un petit peu complexes, tu vois, où je me dis, il faut vraiment que ça fonctionne, voilà, il faut que ça soit clean. Et ben à ce moment-là, j'avais rajouté TypeScript dans le projet et j'avais fait ces fichiers en TypeScript pour être sûr que mon code, mes fonctions soient clean et il fallait que ça fonctionne parfaitement. Donc voilà. Donc tu peux très bien mélanger les deux et j'encourage vraiment à débuter le plus tôt possible en fait. Il faut s'y mettre le plus rapidement possible voilà, pour apprendre. Et Ouais. est-ce qu'on peut dire que si on fait du TS, Ouais. ton code est plus clean? Ou tu peux Bah, faire du TypeScript un peu nul? ah bah non, c'est comme tout, hein. Alors, C'est pas magique? non, non, non. Non, c'est pas magique et non, non, tu peux très bien faire n'importe quoi avec du TypeScript, hein, ça veut rien, c'est tout à fait possible. Lui, c'est pas, c'est pas non plus, enfin, ça empêche pas, faut continuer à faire des tests, faut continuer à Oui, coder c'est pas une correctement. baguette magique. On est Non, c'est pas une d'accord. baguette magique, c'est une aide, hein, juste, hein. Ok. Non, non. Mais par contre, c'est plus facile de faire du clean, du code super propre et clean parce que justement, tout est backé et tout est bien structuré, typé Bah sur ouais. les appels, les retours et tout ça, quoi. Bah, disons que ce dont tu es sûr quand tu écris avec TypeScript, c'est que quand tu vas utiliser une fonction native ou des choses comme ça, bah, tu es sûr que ce que tu vas utiliser en paramètre dans cette fonction, bah, ça sera validé parce que le type correspondra à ce que la fonction native attend. Ce sera un number, un string ou des trucs comme ça. Donc tu sais que ça va fonctionner, que tu n'auras pas à un moment donné un auto-number ou une erreur qui va se soulever dans la console parce que bah, le paramètre ne sera pas bon, quoi. Que si tu veux faire un map sur un tableau, c'est que ça soit bien un tableau, tu vois. Donc toutes ces choses-là, ça t'évite les bugs en fait que tu n'aurais pas forcément vu directement. Ok, Hmm. ça marche. Et donc, si je veux m'y mettre, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce Alors, que je fais sur mon projet? principe de base. Alors, Ouais. on va juste survoler en fait les principes de base de TypeScript. On va pas rentrer trop dans le technique. Après, il y a plein de tutos sur Internet. Puis c'est quand même compliqué d'aller très loin sur un podcast audio. Mais on va, on va aller faire les principes de base. Donc, le premier principe, c'est déjà d'installer TypeScript sur ta machine avec le paquet npm global TypeScript. À partir de là, tu auras Alors, Ouais. moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut le faire en global sur ta machine ou en local sur le projet? Parce que si tu vois, tu es freelance, tu interviens sur un projet où ils ont telle version, un autre, ils ont telle version, est-ce que ça peut pas amener des conflits sur Oui. des versions? Ouais, Ou ouais. c'est à l'intérieur de la configuration de ta transcompilation dans ton TS-config que tu vas régler tout ça? Non, non, il faut. Après, alors ça, c'est gros débat. Est-ce qu'on installe en Ok, global Enfin, c'est débat pour un NPM en général.
Non, tu peux l'installer dans ton projet avec la version qui correspond. Ou l'avantage de l'installer en global, c'est de pouvoir utiliser la commande TSC dans ton terminal pour générer la config, tout ça, ou compiler, ou tout ça. Mais effectivement, la plupart du temps, tu l'installeras plutôt dans le projet puisque tu as une version qui correspond et qui doit correspondre à tous les développeurs qui travaillent sur le projet. Donc Ok. là, oui. Mais donc, tu t'installes soit dans le projet, soit en global. Et à partir de là, tu peux générer ton fichier tsconfig.json en faisant un tsc-init. Et là, il va te générer un fichier tsconfig de base, en fait. Avec, voilà, il y a quelques trucs de base qui sont la target, les modules, enfin des choses comme ça, dans quel dossier il doit aller chercher. La plupart du temps, par défaut, c'est src. Et le fichier de compile, je sais plus, soit tu mets build, soit tu mets dist, enfin ce que tu veux. Voilà, il y a quelques trucs par défaut. Et après, il y a plein de configurations très poussées. Le fichier de config est assez bien fait parce qu'il y a des commentaires, donc qui expliquent chaque élément qui sont commentés, tout ça. Donc tu peux aller très loin dans les configs. Mais ce fichier de config est obligatoire et ça permet à TypeScript de savoir comment transcompiler ton code. Et du Voilà. coup, c'est pas une usine à gaz un peu à mettre en place où on arrive quand même à s'en sortir, Euh, faire quelque chose de mini, quoi, de hyper facile, non, direct. par On défaut, il arrive quand même est. à s'en sortir. Ouais, par défaut, il est pas très compliqué. Franchement, Ok. par défaut, je sais pas, il y a 6-7 paramètres, et encore même pas, tu peux en mettre moins que ça, parce que de toute façon, il y a des paramètres par défaut qui sont déjà réglés. Il y a des paramètres qui sont super importants, comme le target. Alors, le target, c'est comment tu veux, sur quel target, en fait, de JavaScript tu veux transcompiler. Donc, le minimum, c'est ES5. ES5, c'est ECMAScript 5, donc qui était lu par Explorer 11. Et le plus haut, c'est ESNext qui va prendre la dernière version d'ECMAScript. Voilà. Alors, Alors, est-ce que tout ESNext, ça, c'est pas un peu plus facilité avec ouais. aujourd'hui la mise à jour automatique des navigateurs qui, en fait, bah, une grosse Bah, partie du parc en fait machine va être mis à jour ouais. quasiment automatique. Bah, Après, il y a encore des projets spécifiques sur des sociétés où ils peuvent pas me faire les mises à jour automatiques, mais est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de gens qui utilisent, enfin, qui sont prêts pour de l'ES Next, quoi? alors, euh, euh, ESNext, faut faire très attention, en fait. ESNext, faut faire très attention parce que, comme tu dis, aujourd'hui, c'est sûr que Chrome est grande majoritaire. Et à côté de ça, parce que même Opera, tout ça, ils utilisent Chrome. Et Safari, mais c'est vrai que Chrome est majoritaire et Chrome implémente les choses assez rapidement. Ils ont même tendance à pousser un peu trop, de mon avis. Mais voilà, c'est un autre débat. On fera peut-être un podcast là-dessus. Mais ce qu'il faut faire attention avec ES Next, c'est qu'il va vraiment compiler dans la dernière génération. Et ce qu'il faut vérifier, c'est qu'au niveau de ton code, eh ben, tu dois vérifier can I use. Est-ce que cette fonction que j'utilise sur JavaScript, est-ce qu'elle est disponible dans Chrome? Est-ce qu'elle est disponible dans Safari? Parce à ce moment-là, c'est toi qui vas être responsable de ce que tu utilises comme feature, en fait. Et si elle n'est pas dispo, lui, il va pas la compiler. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu vas mettre, par exemple, ES5, bah, il y a des choses qui n'existent pas dans ES5 au niveau de JavaScript. Il va faire en sorte que ça fonctionne dans Explorer 11, par exemple. Tu sais, les spreads, tout ça, des objets, tout ça, il va les compiler, enfin, il va faire object async pour, voilà, il va transformer ton code, ça va faire un gros tas de code en plus, parce que forcément, il faut que ça fonctionne en ES5, mais ça va fonctionner. Après, ESNext, il va moins compiler le code. Va rester sur des choses un peu plus classiques. Donc, si ta feature JavaScript que tu as utilisée, elle n'est pas implémentée dans Safari, bah, ça ne marchera pas dans Safari. C'est à toi, c'est ta responsabilité, en fait. À la limite, tu peux rajouter un polyfill, mais voilà. Donc, ESNext, c'est bien de l'utiliser, mais il faut faire attention à ce que tu utilises comme Ok. fonction. Donc c'est ouais, donc en fait c'est selon la typologie de Hmm. client browser que je vais Voilà, ciblé. utiliser ou que les utilisateurs de ma lib ou de mon site ou de mon appli Ouais. et ben, je vais être obligé de prendre ça en compte et c'est un paramètre qui est hyper important quoi. Ah, c'est hyper important. Et c'est toi qui es responsable de ce que tu utilises. Et c'est à toi de tester derrière dans tous les navigateurs si ça fonctionne. Donc, voilà. Ouais, ESNext, attention, c'est du boulot. prudence. Voilà. Ok. Ouais. Donc, ça, Et, c'est important, hein, le target. Hein. ça Voilà. marche. Hmm.
Après, on a dit que c'était typé. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer le type à travers quoi? À travers des fichiers objets où je vais déclarer bah, ça Ah, c'est une string, ça c'est un nombre, ça c'est un bah, en fait, booléen. alors déjà, tes fichiers, ce sera du .ts, toujours. Le fait que ton TypeScript va chercher les fichiers en .ts, ou TSX pour quand tu fais du React, donc comme JSX, TSX, donc c'est exactement pareil. Et à partir de là, oui, tu peux, donc tu es dans des fichiers, tout ce que tu vas remplir dans tes fichiers TS, ça sera du TypeScript. Donc à partir de là, lui, il va s'attendre à ce que... alors déjà, tu as l'inférence. Alors, ce que je parlais juste avant, c'est l'inférence. L'inférence, c'est le concept en fait qui fait que TypeScript est capable lui-même de deviner le type de la variable. Si tu as une variable où tu vas assigner une string dedans, forcément, lui, il va dire, bah, ça, c'est une string, quoi. Il est assez intelligent, en fait, pour deviner, en fait, les types de certaines fonctions, de certaines variables, etc. Donc ça, c'est très pratique parce que bah, l'idéal, c'est de typer le moins possible toi-même, en fait, ton code, en fait, de mettre le moins possible de code. S'il n'arrive pas à deviner, c'est à toi de mettre le type. Donc le type, ça s'écrit simplement avec, par exemple, tu fais une variable const toto, deux points, string, égale, et ta string écrit hello world, par exemple. Et c'est à partir de là, il saura que c'est une string. Voilà. Donc tu peux les Ok. mettre dans tes fichiers TS, directement sur les variables. Voilà, c'est tout mélangé en fait sur les fonctions, etc. Donc c'est assez simple en fait. Donc tu Ok. as, Par plein. contre, enfin, quand je pense par Mhm. exemple à une réponse d'une API REST, où là je Mhm. vais recevoir un objet, est-ce que je peux typer justement ma réponse en mode bah, ça c'est la réponse, c'est mon typage de la réponse, et donc je vais avoir un objet avec cette clé c'est un booléen, cette clé c'est un Mhm. string, et donc ça je peux aussi le déclarer quelque part. Ah, tu le déclares où tu veux en fait. Enfin, où tu veux. Ok. Tu peux le déclarer dans le fichier directement où tu fais ton appel. Ok. Donc dans le fichier, au début du fichier, tu peux très bien déclarer ton type, ton interface en haut, et tu l'utilises dans le fichier. Soit tu peux faire un fichier de déclaration qui sera lu par TypeScript, puisque si lui, par défaut, il va dans SRC. Si ton fichier de déclaration, tu le mets dans SRC, il va voir que c'est des types, c'est des définitions, et il va l'utiliser en fait. Et ta définition, si tu l'appelles API type, par exemple, eh ben, il va savoir que c'est cette définition et il va automatiquement l'utiliser pour savoir ce que l'API répond en fait. Ok. Tu peux vraiment la mettre où Donc tu ça, veux. Ouais. Donc ça veut dire que je peux la mettre dans mon projet, dans un dossier que je peux appeler type. Et Hmm. là, à l'intérieur dedans, à l'intérieur de ce dossier, je vais mettre tous mes fichiers de type Ouais. où je vais typer en fait tous mes objets. Et en fait, je vais centraliser tous mes typages. Alors, Ouais. c'est quoi les meilleures pratiques? C'est de tout centraliser ou faire le typage là où je l'utilise? Alors, débat. Ok, c'est toujours Non, ça architecture. dépend. Honnêtement, ça dépend de la taille du projet. Si c'est un projet simple, tu peux très bien les mettre dans les fichiers. Moi, je vois avec React, quand on a des components où tu vas utiliser enfin, pour les props des components, tu peux très bien les mettre juste au-dessus du component. Au-dessus ça pose aucun problème quand c'est des trucs qui sont pas hyper complexes. Après, c'est très bien aussi de centraliser à un endroit dans un fichier parce que tu sais où c'est et c'est pas mélangé avec le reste. Ça, c'est toujours voilà, c'est les méthodes de développement, le bon sens, tout ça. Ça dépend. Toujours gros débat. Ouais, Ouais. gros débat. Mais c'est bien de centraliser, c'est souvent plus simple à retrouver. Ouais. Et ça permet aussi de réutiliser entre les fichiers. Ok. Mm. Et du coup, là, on parlait des types simples, type Ouais. string, objet, tout ça. Par contre, est-ce que je vais pouvoir typer aussi les paramètres de ma fonction, ce que je vais injecter dans ma fonction? Par Bah ouais, exemple, bien ma sûr. fonction, elle ne prend que des numbers. Et donc là, est-ce que je dois typer en fait la, la- la- le Tu dois typer, ouais. paramètre en fait de ma fonction? Ouais, tu Ok, dois typer les paramètres. Tu peux typer les paramètres de la fonction. Tu peux typer la valeur de retour aussi. Important pour savoir ce qu'elle retourne. Parce que ok, derrière ta fonction, tu vas forcément réutiliser ce qu'elle va retourner, la valeur. Donc, pour les prochaines fonctions qui réutilisent les retours d'une fonction, bah, forcément, il faut que ce soit typé. En fait, c'est toute une chaîne de typage.
Et oui, tu vas typer les paramètres, tout ça. Donc, il y a deux types. Alors, on va de suite parler de ça. Tu as les types classiques. Ce qu'on appelle type, c'est les types primitifs, comme string, number, boolean, tout ça. Et ensuite, derrière, tu as les interfaces. Alors, souvent, c'est une des premières questions quand on commence TypeScript, c'est quoi la différence entre un type et une interface, en fait? Type et interface. Ouais, pourquoi je vais utiliser une interface? À quel moment je vais utiliser l'interface? À quel moment je vais utiliser le type? Et ben, en fait, c'est simple. L'interface, on va l'utiliser, en fait, c'est une sorte de shape d'objet, en fait. Euh, Simplement le type, tu peux pas faire un objet. Par contre, avec l'interface, tu peux faire un objet. Tu vas définir voilà, tes clés, machin. Ça, c'est une string, ça, c'est un number. Et en plus, gros avantage de l'interface, c'est que tu peux faire de l'héritage. Tu peux avoir deux interfaces et tu peux en faire une troisième qui va hériter d'une première interface. Tu peux faire un extend. Donc, tu as vraiment l'interface est beaucoup plus poussée en fait au niveau de la définition des types en fait. Voilà, Et si on faisait un parallèle, enfin, est-ce qu'on peut faire le parallèle le type, en fait, ça serait des atomes et les interfaces, ça serait des molécules? exactement. C'est ça. Parfait, ok, ça C'est marche. exactement ça. Mais Ok, t'es rapidement sur les interfaces parce que les types, c'est vraiment très, très, voilà, type primitif, basique. Voilà. ça marche, Ouais. ça marche. Et ensuite, donc ça, c'est vraiment quand tu veux typer voilà, tes fonctions, etc. Et alors, je vais parler des génériques aussi, qui sont assez puissants au niveau de TypeScript. C'est Qu'il quoi faut... un générique? Alors, alors c'est quoi un générique? C'est une sorte de typage dynamique. Alors, en gros, tu vas pas lui dire que tu vas pas lui dire que ton paramètre de la fonction, c'est une string. Par contre, lui, il va le deviner au moment de l'exécution. Soit tu peux lui indiquer, soit il peut le deviner avec l'inférence, en fait. Donc, en gros, tu vas lui dire que, en fait, par défaut, il y a la lettre T majuscule qui est utilisée, mais c'est vraiment, comment dire, c'est pas obligatoire. Tu peux mettre ce que tu veux, en fait. C'est juste, C'est une euh, convention. c'est une convention, voilà. C'est une convention pour que les gens s'y retrouvent. T comme type. Et en fait, ce T, en fait, il va être remplacé au moment où tu vas appeler la fonction. Bah, tu vas lui dire, par exemple, que le paramètre, bah, c'est number. Et lui, il va se number et il sait exactement, il va en fait tout seul. Et si derrière tu réutilises la fonction, en fait, il va pouvoir te fonction de ce que tu mets comme. Et ça aussi, il est capable aussi de deviner tout seul avec l'inférence. Donc, tu n'es pas obligé, en appelant la fonction, de lui dire que c'est une string ou un number. Donc, pour un type amique et pour avoir un code un petit peu plus souple, en fait, parce que j'en parlerai après, mais un type, et il veut pas accepter, parce que quand le code devient gros, eh ben, le type ne passe plus, en fait. Il veut plus compiler, il te dit ça ne marche pas, et tu commences à changer le type, et puis après, ça t'a fait déconner un autre truc, et là, tu commences à t'arracher les cheveux pendant essayer de faire fonctionner TypeScript, pas compiler, et ça, voilà, c'est le mot. Les génériques, c'est pas mal parce que ça a plus de souplesse au niveau des types, appels de fonctions, tout ça. Il faut vraiment on a utilisé assez rapidement quand on se met à TypeScript parce que c'est vraiment utile pour vraiment éviter de compléter au niveau des types. Ok, donc en Mm. fait, par exemple, je pourrais utiliser ma fonction où je lui injecte un chiffre, et donc elle va me retourner un chiffre, et donc ça va être typé en mode chiffre. Par contre, j'utilise la même fonction où je lui injecte une string, donc il va automatiquement comprendre que dans ce contexte-là, en Ouais, fait, bah, c'est une string. voilà. Et donc mon typage va être une string, c'est ça? Voilà. Donc ça t'évite, Parfait. tu vois, c'est dynamique et Ouais, tu c'est de vachement faire un plus. union entre soit une string, soit un number, un union, et c'est là où la complication arrive parce que j'y viens sur du narrowing ou du type. En fait, en Waouh, fait, c'est quoi ces termes, c'est quoi ces termes hyper barbares? ouais, bah, en fait, imaginons que tu mets pas de générique. En fait, tu vas lui dire fonction, c'est soit un number, soit une string. Et donc, pour ça, pour pouvoir mettre deux types, on utilise C'est un l'un union. ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Donc, on fait Ok. le union. Donc, c'est le pipe qu'on met entre les deux, number ou string. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que dans ta fonction, bah, OK, si je reçois un number ou une string, bah, c'est pas pareil, en fait. Si je veux utiliser une fonction native JavaScript qui est propre aux strings,
bah, je pourrais pas l'utiliser sur number parce que j'aurai une erreur. Et c'est là où arrive le narrowing, où il va falloir faire un test pour voir si c'est un number ou si c'est une string, en fait. Donc avec ça, tu vas définir si le type of de ton paramètre, c'est une string. Et donc, du coup, tu vas faire un traitement Ou si différenciant. c'est un... Si c'est un chiffre, tu fais ça. Si c'est une string, tu fais ça. Exactement. Et c'est là où tu vois, si tu mets pas le générique avec ce typage dynamique, eh ben, c'est là où tu complexifies ton code parce qu'à un moment, à ce moment-là, il va falloir tester en plus, rajouter du code dans ta fonction, etc. Ouais. Donc c'est après le narrowing est quand même nécessaire dans pas mal de trucs. Et quand tu l'utilises en fait, en fait c'est simple quand tu l'utilises pas. Si tu fais ce que je viens d'essayer, union string number, eh ben en fait TypeScript va te mettre une erreur. Derrière, tu rajoutes un test pour définir si c'est number ou string. Là, lui, voir que tu testes, et donc il va te mettre OK, c'est bon, ça passe, pas de problème. Voilà. Donc TypeScript est vraiment capable de Hmm. définir, de comprendre ton code, etc. Et ça, tu crois que ça amène vraiment plus de lecture et de facilité dans le code? Enfin, je sais pas, ça me paraît bien. En fait, tu déplaces la complexité, quoi. En fait, tu veux typer, mais tu fais une fonction qui accepte deux types radicalement différents. Est-ce Pas que de tu le n'aurais faire, en pas. fait. Ouais, Dans la ok, mesure du possible, il faut éviter de le d'accord. faire. Mais il y a des Ok. fois où tu es obligé, quoi. Donc, et c'est là où, enfin, c'est là où tu peux vraiment avoir des erreurs de compilation sur des. Moi, c'est vraiment les unions, là, quand j'ai plusieurs types, et surtout quand tu en as 3, 4, ben, parce qu'alias, en fait. Par exemple, tu peux faire un C'est quoi un alias. alias? Ben, un alias, en fait, c'est tu vas attribuer à une variable plusieurs types séparés par des pipes, donc c'est des unions, mais donc tu peux en mettre 2, 3, 4, enfin tant que tu veux. Et c'est là où tu peux vraiment rajouter des erreurs de type, etc. Parce qu'à un moment donné, il ne saura plus en fait quel type correspond, machin. Et c'est là où tu commences à Tu rentrer crées dans une le... usine à gaz, quoi. Ouais, tu commences à créer une usine à gaz et tu commences à détester TypeScript parce que tu n'arrives plus à piler et tu comprends pas pourquoi. Que le projet doit être fini dans Ok, 1 heure. Voilà. Donc, ouais, il faut rester le plus simple possible, en fait. d'accord. Voilà. Et il y a cette notion de classe aussi, et Ouais, c'est pareil en JavaScript ou pas du tout? pas du tout. Alors, Ok, c'est alors, autre chose. c'est carrément C'est le autre même chose. mot, mais ça veut dire autre chose. Non, alors JavaScript, contrairement à ce que les développeurs qui ont fait des grandes études pensent, c'est un langage objet, clairement. Seulement, c'est un langage objet où il n'y a pas de classe. On n'a pas le mot classe. On fait pas le. Voilà, il n'y a pas de construct, etc. Enfin, le truc classique qu'on retrouve dans les langages avec des classes. Donc, tu sais, le fait de créer avec un constructeur, tout ça, avec des variables qui sont publiques, private, etc. Donc, c'est une des premières features qu'ils ont rajoutées dans TypeScript parce qu'en plus des types, eh ben, c'est ce qui manquait. Il n'y avait pas de classe. Pour les développeurs habitués à créer des classes, vraiment des vraies classes, comme on le fait dans les langages, comme Java, eh ben, ça leur manquait. Donc, c'est une des premières features qu'ils ont rajoutées. Et au fur et à mesure, j'ai rajouté des niveaux de granularité au niveau de la visibilité des paramètres, des attributs, avec public, private, protected, read-only, etc. Mais c'est, voilà, pour les gens qui aiment faire des classes, bah, il y a de quoi faire. Donc en fait, ça a été implémenté par la communauté qui demandait en fait de gérer leur objet avec des classes. Bah, en fait, c'est une des premières choses. Quand tu as un développeur qui arrive sur JavaScript, qui est habitué à créer son code, à structurer son code avec des classes, qu'il appelle un peu partout, new machin, tout ça, new article, new car, c'est les premiers trucs qu'on apprend quand on fait du code. Ben, en fait, bah, ça manque, je veux faire des classes, machin, non, je fais pas du fonctionnel. Donc voilà, le système de classe est très très poussé, très avancé, très bien fait. Il n'est pas obligatoire. On peut toujours utiliser les fonctions. C'est ce qu'on utilise dans React. On ne fait pas de classe dans React depuis un petit moment, depuis la version 16, depuis qu'ils ont rajouté les hooks. On fait quasiment, enfin, plus personne aujourd'hui décrit des components en classe dans React, mais on peut le faire. Angular écrit les components avec des classes, tout ça. Donc, très Après, poussé au niveau des classes. on pourra discuter peut-être dans un autre épisode de Hmm. la programmation objet, la programmation fonctionnelle, Ouais, procédurale. non, Enfin voilà. tu rentres dans un trip De, là. ouais, exactement. La boîte de Pandore. Mais en fait, pour comprendre les grands concepts, Ouais. les grands paradigmes
Ça marche. Tu nous parlais tout à l'heure des décorateurs. Ouais. C'est quoi Alors, en fait les décorateurs? les décorateurs, c'est alors je suis pas hyper, enfin j'utilise pas trop ça. C'est un concept qui est toujours expérimental depuis le début en fait quasiment, qui a été implémenté dans Angular comme je disais tout à l'heure et c'est c'est dans en stage 2 au niveau de JavaScript. Donc un jour peut-être ça arrivera dans JavaScript en natif. C'est pas pour demain. Et ça permet en fait, tu fais un arrobase. En fait, tu fais une classe ou une fonction, et tu peux appeler arrobase le nom de la classe au-dessus d'une fonction, enfin, soit d'une fonction, soit d'un paramètre, enfin voilà. Et tu étends en fait. Tu peux utiliser la fonction. C'est une sorte d'extend en fait. C'est une sorte d'héritage. C'est un peu difficile à expliquer en fait, mais c'est une sorte d'héritage d'une autre fonction ou d'une autre classe en fait, à travers une autre classe. Et c'est très utilisé dans Angular. Puis pour les components, par exemple, quand tu écris un component dans Angular, bah, tu as un arrobase, je ne vais pas dire une connerie parce que j'en fais pas d'Angular, mais c'est components, je crois. Et du coup, tu vas avoir toutes les propriétés disponibles pour les components Angular directement en fait dans ton truc. En fait. Donc Ok. c'est hyper pratique. Ça te clean le code parce qu'en fait, rien qu'en écrivant un arrobase, le nom de la truc, et tu récupères tous les paramètres, toutes les fonctions et tout, et ça te fait un truc super simple au niveau de ton code. Sauf que je connais pas beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est un truc qui vient de Java, je crois. Java, ça existe des décorateurs sur Java, il me semble. Peut-être dans d'autres codes aussi, enfin dans d'autres langages, mais voilà. Faut savoir que ça existe et que c'est utilisé dans Angular. Ça marche. Voilà. Ok. Et du coup, tu en as déjà tout petit peu parlé, mais on n'est pas obligé de faire du 100% TS. On peut mixer sur un projet un mix Ouais, de JavaScript et de ouais, TS, quoi. C'est je ça? répète, ouais, je le répète, ouais, c'est vraiment pas obligatoire de faire que du TS. Euh, Donc, on peut s'y mettre tout doucement. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, faut pas attendre d'avoir un projet. Faut pas attendre de se dire bon bah je ferai un projet TypeScript là, je commencerai de zéro, que du TypeScript et tout ça, nickel. Non, vas-y direct, HoloJS true et tu peux direct faire du TS dedans. Et il y a même un truc, tu vois que j'utilise pas trop et enfin j'ai un peu vu quand je faisais la doc là, enfin les notes. Tu peux, avec JSDoc, tu sais, avec les commentaires JSDoc, en disant tel paramètre c'est une string, tel paramètre c'est un number, Ouais. et ben en fait, en utilisant ça, avec TypeScript, TypeScript est capable de deviner les types de tes fonctions écrites en JavaScript. Donc c'est pas mal. Tu vois, tu peux vraiment, un projet qui est un petit peu ancien, bah, tu peux petit à petit rajouter du TypeScript, rajouter du JSDoc dedans, et pouvoir coder et implémenter de nouvelles features proprement en t'aidant de l'autocomplétion, etc. C'est pas Après, mal. je vois on va dire, tout l'écosystème JS, il y a de plus en plus de libs ou de packages qui sont codés Hmm. en TS. Du coup, on voit qu'il y a quand même une tendance. Où En fait, ma question, la question sous-jacente, c'est est-ce que justement c'est pour construire plutôt des librairies qu'on va utiliser du TS, mais l'usage final, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut avec du JS, mais on va utiliser des composants ou des librairies ou des modules qui sont eux-mêmes codés en TS de par pour la robustesse, pour la fiabilité, pour tout ça. Ouais. Ouais, enfin, toutes les librairies sont en train de progressivement, soit sont réécrites, soit passent sur du TypeScript. On le voit avec Vue 3 qui a été totalement réécrit, Nuxt qui a été totalement réécrit en TypeScript. Enfin voilà, vraiment, React, je pense que c'est du TypeScript aussi aujourd'hui. Voilà, toutes les grosses libs, les gros frameworks sont réécrits en TypeScript 100%. Donc, on peut les utiliser dans un projet JavaScript sans problème, puisqu'en fait, bah, ça passe hein, sans problème, puisque c'est compilé en JavaScript de toute façon. Et si tu utilises en TypeScript, ben, c'est parfait. Les définitions sont déjà là. Enfin, tout est hyper compatible en fait. Hmm. Et après, pour des projets qui sont full JS, mais qui n'ont pas fait la migration full TS, Ah. comment on fait? Alors, c'est là où ça se complique. Ok. Alors, la plupart des grosses libs ont, des, ont soit les définitions, soit les types disponibles en fait. Donc, soit tu déjà, en fait, comme tu dis, elles vont être compilées, définitions qui vont être créées.
Donc, quand tu vas la rajouter dans ton projet, la définition est dispo, pas de problème, ça marche. Pour les projets qui sont un petit peu plus anciens, donc je prends l'exemple de Lodash, qui est un petit peu ancien, qui est écrit en JS. Ils vont pas tout réécrire aujourd'hui, à moins que les mecs soient hyper motivés, mais ils vont pas tout réécrire aujourd'hui. Et ben en fait, il y a des types sont disponibles séparément en fait pour Lodash. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu peux contribuer, même toi tu peux contribuer. En fait, il y a un repo qui commence par @types où on peut mettre en fait toutes les définitions des librairies dedans. C'est-à-dire que si tu vas utiliser Lodash sur ton projet, bah, tu vas rajouter les types Lodash en même temps avec ton NPM et tu vas Ok. pouvoir avoir les définitions. En fait, alors soit c'est linké directement dans le package, donc il est capable d'aller les chercher tout seul, soit c'est pas linké et tu vas les chercher toi-même dans le repo type en faisant une recherche. Il y a un site qui existe, cherche et il va te trouver les types. Et là, tu les rajoutes. Ton VS Code, il est capable de définir, ou TypeScript, il est capable de définir les types de chaque fonction. De chaque Et fonction. donc, en fait, au final, au fur et à mesure, si tu veux, tout va être plus ou moins typé. Et donc, bah, ça va être, on pourra toujours utiliser du TS, même si la lib, elle est en JS. Mais Ouais, vu qu'on aura, on va dire, le fichier de typage avec toutes les explications et toutes les interfaces typées, on pourra l'utiliser dans nos projets TS, quoi. ouais, Ok. tu pourras toujours. De toute façon, petit à petit, à part vraiment les petits projets, la plupart du temps, soit tu as les types qui sont, soit voilà, c'est écrit en TypeScript. Et après, dernier truc, Sage, bah, qui est un petit peu ancien ou qui est pas maintenu ou bah, qui est tout petit, hein. Tu peux avoir un truc, un package avec une petite fonction qui fait un truc vraiment spécifique comme Slugify ou un truc comme ça. Bah, après, tu peux, si jamais le type il n'existe pas, donc soit tu écris tu fais ce travail d'écrire le type et de contribuer à ce package, à ce repo, pardon, et tu rajoutes le type pour cette librairie. Donc, il sera disponible pour tout le monde. C'est cool hein, de contribuer. Soit, bah, vraiment, tu n'as pas envie de t'embêter. Bah, à partir de là, tu peux faire la définition en fait pour rajouter la définition de ton package en fait. Donc, tu fais une déclaration et tu vas déclarer telle fonction, elle prend ça en paramètre, ça. Ouais, tu le fais toi-même, quoi. Tu le fais toi-même. C'est vraiment le dernier Bah, à recours l'intérieur si de ton code. vraiment, Ouais. ouais, à l'intérieur de ton code, c'est pas dispo, tout ça, dernier recours, bah, tu écris les déclarations. Si tu utilises qu'une seule fonction de ce package, bah, tu écris que cette fonction et puis c'est réglé, ça fonctionne en fait. Tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Ok. Ouais. Mm. Bah, c'est cool tout ça. Après, on a déjà parlé sur la courbe d'apprentissage où Mm. il y a un effort à fournir un peu au départ. Et Ouais, après, en fait, on a tous les bénéfices qu'on a évoqués durant l'épisode. Mais ouais. on va dire, moi, je suis plutôt JS que TS. Comment je fais pour m'y mettre? Il y a des ressources sur le net, il y a des cheat sheets, des tutos, des choses comme ça que je peux voir. Bah, il y a tout, il y a tout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, le site TypeScript Lang, il y a la doc est bien faite, tout est expliqué, il y a plein d'exemples. Tu as un cheat sheet qui est disponible sur le site aussi, donc que tu peux imprimer si jamais tu veux l'imprimer, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles et il y a énormément de tutos sur YouTube. Graphic Art en a fait un il y a pas très longtemps, je crois, c'est pour faire de la pub, où il explique voilà, les basiques, tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de tutos, donc vraiment pas compliqué à s'y mettre. Après, chaque librairie, si tu fais du React, du Vue, tout ça, tu as forcément des trucs particuliers parce qu'il y a des types qui sont définis dans la librairie. Dans la doc de ton framework, tout ça, de ta librairie, de détails qui sont définis. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de ressources sur Internet. Donc honnêtement, aujourd'hui, je vois pas je vois pas de pourquoi un développeur ne va pas s'y mettre. Donc, en clair, on n'a pas trop d'excuses, quoi. Si Non. on, on va dire que pour un développeur front, c'est obligatoire, ou un développeur back qui fait du Node, il est obligé de passer sur du TS Bah, pour clairement. toi. Ah bah, encore. Ah bah, ouais, ouais. De toute façon, c'est, les projets vont être de plus en plus clairs et nets. Il faut s'y mettre. Il faut être employable. Ouais, ouais, bien sûr. Si vous êtes au projet et on en fait de plus en plus de JavaScript,
passe forcément par TypeScript. Et même des fois, dernièrement, j'ai fait un projet qu'on avait commencé en JavaScript parce que je voulais pas rajouter une courbe la difficulté aux développeurs qui travaillaient sur le projet parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec TypeScript. Et puis au fur et à mesure des choses, que le projet finalement a pris de l'ampleur, a grossi, bah, je me suis rendu compte que c'était une erreur et que j'aurais vraiment dû favoriser TypeScript pour avoir un code. Donc moi je pense que Ouais, vraiment peut-être qu'on le c'est voit trop tard, quoi. Parfois, on le voit un peu trop tard, quoi. ouais, On aurait dû faire en on aurait dû TypeScript, faire du mais c'est TypeScript dès le déjà trop début. tard et on peut pas tout réécrire. Non, on peut pas tout Et ouais, écrire. Et c'est c'est plus pour ça qu'on peut facile. l'inclure. C'est pour ça que tu peux l'inclure et ça, c'est pratique. Si jamais à un moment donné, tu te dis, ah, j'aurais dû le faire Hmm, en TypeScript dès le début. Ah, bon, bah, c'est ok. pas grave. On continue comme ça. Et maintenant, quand on a vraiment un code un petit peu complexe, comme ça, on est sûr que ça fonctionne. Et, mais bon, ouais, c'est vraiment. Et encore plus si tu fais du JavaScript côté serveur, quoi, où souvent tu as plus de complexité parce que tu as une API qui va traiter de la data, tout ça. Et là, c'est quasiment obligatoire, je pense, côté serveur. Ok, Ouais. top. Voilà. Cool. Bah, de toute façon, on mettra toutes les notes on Hmm. mettra tous les liens justement qu'on a évoqués dans la description. Cool. Et ben, on n'a plus qu'à tester tout ça. Un grand Yeah. merci, Patrick. Ouais, de rien. À bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao. À plus.